Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. J'ai beau être inspecteur à Scotland Yard, quand je raconte une affaire à Fanny, mon épouse, j'ai l'impression que Sherlock Holmes, c'est elle, et que moi je suis ce bon docteur Watson. Pour Fanny, les choses ne sont jamais aussi simples qu'il n'y paraît. Le moindre indice évoque immédiatement l'effleurement d'un énorme iceberg dans la noirceur de l'âme humaine. Fanny n'a de cesse de réagencer chaque détail jusqu'à obtenir le jour nouveau qui lui convient. Je dois avouer qu'à maintes reprises, Fanny m'a rendu de véritables services, même si cela n'est pour elle qu'un jeu intellectuel de moindre importance que ces parties d'échecs qu'elle dispute avec Ben, son ordinateur. Tenez, prenons l'affaire Etterley. Je n'ai eu qu'à lui dire une simple affaire de routine pour qu'elle dresse aussitôt la tête et mette Ben en stand-by. « Qu'est-ce que tu appelles routine, Herbert ?» Dès cet instant, j'ai su que les choses n'en resteraient pas là. La routine d'un meurtre suivi d'un suicide, chérie. 9 fois sur 10, il s'agit d'un pacte entre deux êtres désespérés. 9 fois sur 10 est une expression qui n'existe pas pour Fanny. Je devrais le savoir après tout ce temps passé à ses côtés, n'est-ce pas? Oui, fait-elle rêveusement. Oui. Et quel est le mobile, Herbert? Je remue sur mon siège. C'est toujours comme ça que ça commence, par des questions pénétrantes, apparemment enfantines. Mais comment veux-tu que je le sache, ma chérie? Ils n'ont pas laissé de notice explicative et les morts ne parlent pas. Donc, Herbert, meurtre et suicide ne sont que des suppositions. Mais les faits sont là, ma chérie. Ils étaient étendus tous les deux sur le plancher de la bibliothèque, tués par la même arme, et ce revolver était près de la main droite de Charles Etterley. Un drame passionnel? Non, même pas, ma chérie. Charles et Hélène Etterley étaient frères et sœurs. S'agit-il d'Hélène Etterley, la collègue de mon amie Sandra, qui est professeure au collège Saint-Andrew? Me demande-t-elle en pâlissant légèrement. Je hoche la tête. Oh mon Dieu, la pauvre! Puis, après quelques instants passés à contempler son échiquier, elle était très riche, n'est-ce pas? Oui, Hélène et Charles Etterley ont été recueillis par leur tante à la mort accidentelle de leurs parents. Madame veuve Winston Etterley est une des plus grosses fortunes de Londres. Si elle avait été, elle, la victime, nous aurions eu un mobile, en or, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais dans ce cas, il lui faudrait plusieurs vies pour venir à bout des millions de livres qu'elle possède. Pas d'autres héritiers? Des œuvres de charité qu'il serait du dernier mauvais goût de suspecter, tu ne crois pas, ma douce? Tu as raison, Herbert. Quant à Charles et Hélène, ils avaient tout à gagner en vivant le plus vieux possible, dit-elle en rebranchant Ben, son partenaire électronique. Comme à chaque fois que Fanny met son grain de sel, je passe une nuit agitée. Le lendemain, je vais trouver l'inspecteur-chef Ludwig à la première heure. Rien de neuf sur l'affaire Etterley, monsieur. Les vérifications et les interrogatoires sont terminés, comme vous le savez. Charles portait des gants, donc aucune empreinte sur l'arme du crime. Il ne manque que le rapport de l'autopsie, mais je doute qu'il y ait une surprise de ce côté-là. Madame Etterley a découvert le drame en revenant d'une réunion religieuse. Quant aux domestiques, c'était leur soirée de congé. Il n'y avait que Cathy, la vieille cuisinière, à moitié sourde. Et comme Charles portait encore son pardessus et
ses gants, on peut supposer qu'il s'est servi de son revolver juste en rentrant. Mais bon sang, monsieur, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a des années que je suis au Yard et je me pose encore ce genre de questions. Je devrais pourtant savoir combien l'âme humaine est imprévisible. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur, j'aimerais poser encore quelques questions à Madame Etterley. La maison des Etterley est un imposant hôtel particulier situé non loin de Hyde Park, un des derniers vestiges de l'Empire victorien. Une servante répond à mon coup de sonnette et me conduit dans un salon d'hiver où m'attend Madame Veuve Etterley. « Inspecteur, prenez la peine d'entrer, » me dit-elle en m'invitant d'un geste de la main. Je la prie de m'excuser de cette intrusion, mais elle a un geste bref. « Si je puis vous être utile, inspecteur, prenez place. » « Oui, il reste un point qui me contrarie, madame. »« Vous voulez sans doute parler du mobile, c'est bien ça ?» Sa perspicacité me surprend. Mais c'est qu'on ne connaît pas toujours le mobile d'un suicide, mais... Enfin, je pense qu'il ne serait pas vain d'avoir une idée de ce qui a pu provoquer ce drame absurde. Une simple conjecture serait la bienvenue, madame. Elle se tait et me dévisage un moment, les mains croisées sur les genoux, exactement comme si elle me jaugeait. Puis, prenant une décision, elle redresse la tête. « Je vais être franche avec vous, inspecteur. Je n'ai pas dit toute la vérité au jeune inspecteur qui m'a interrogé. Je lui ai laissé croire que je ne savais rien en restant très évasive. »« Ah !» fais-je, en regrettant sincèrement que Fanny ne fût pas là. « S'agit-il d'un fait important, madame ?»« Important et abject, inspecteur. Scandaleux. À bien réfléchir, je ne comprends pas que je n'y ai pas vu clair plus tôt. Mais il faut dire que des choses semblables ne sont guère concevables, en tout cas dans la maison des Etterley. » Si ça continue, je vais proposer à l'inspecteur en chef Ludwig de prendre Fanny à ma place au Yard. Le problème est que je suis médiocre aux échecs. Que pourrais-je alors faire pour tuer le temps ? Comme vous le verrez dans quelques instants, Fanny a, une fois de plus, levé un fameux lièvre, comme on dit. Apparemment, Charles Etterley a tué sa sœur Hélène avant de se suicider. Leur tante, la très riche Madame Veuve Etterley, qui les héberge depuis la mort de leurs parents, finit par avouer avoir caché certaines choses scandaleuses à la police. Madame Etterley se lève, fait quelques pas pour rassembler ses idées, puis se rassied en face de moi. Hélène, vous le savez, avait 28 ans et Charles environ la trentaine. Je trouvais bizarre que l'un et l'autre ne soient que très rarement invités en ville. C'étaient des jeunes gens séduisants, bien qu'un peu originaux. Vous comprenez, ils passaient tellement de temps ensemble. J'acquiesce, ne sachant que répondre. Je suis certain que Fanny, elle, aurait déjà tout compris. C'est seulement peu après la mort de mon pauvre époux que j'ai commencé à avoir le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas très régulier dans leur relation. Je ne vais pas tourner autour du pot, inspecteur. J'ai senti qu'une affection malsaine unissait Charles et Hélène, que Dieu ait leur âme et ait pitié d'eux. Je remue sur mon siège et j'allumerais volontiers ma pipe si la courtoisie la plus élémentaire ne m'en empêchait. J'ai essayé de ne plus y penser, et j'y serais peut-être parvenu s'il ne m'avait pris l'idée de descendre à la bibliothèque la veille du drame. À mes yeux, inspecteur, ce que je vais vous dire est aussi épouvantable que le drame lui-même. Il était environ 10 heures du soir et, m'apercevant que je n'avais plus rien à lire, je suis descendu à la bibliothèque en pantoufles et en robe de chambre. J'ai dû les prendre par surprise. Ils étaient en train de s'embrasser, inspecteur. Oui, de s'embrasser, mais pas comme un frère et une sœur. Elle s'interrompt lentement pour reprendre contrôle d'elle-même.
Ils ne m'ont pas vu tout de suite, et mon premier réflexe était de partir aussi discrètement que j'étais entré, mais un courant d'air a décidé à ma place, la porte a claqué dans mon dos. Ils se sont séparés brusquement avec un tel air de culpabilité, de confusion, d'horreur. Oh, je n'oublierai jamais leur visage, jamais. Et est-ce qu'ils ont dit quelque chose, madame? Non. D'ailleurs, je suis parti immédiatement, et je ne les ai revus ni l'un ni l'autre avant de les retrouver unis par la mort. Je hoche lentement la tête. Voilà qui offre un sacré mobile, fais-je machinalement. Excusez-moi d'être aussi professionnel, madame, ça m'a échappé. Ah, ne vous excusez pas, inspecteur. Finalement, voyez-vous, je pense que tout est mieux ainsi. De retour à mon bureau, une surprise pour le moins désagréable m'attend. Le rapport d'autopsie révèle qu'Hélène est bien morte par balle, mais précise qu'elle était enceinte de 2 mois. Comme je m'y attendais, Fanny est fascinée par les nouveaux éléments de l'enquête. Je crois que je vais inviter Sandra à déjeuner demain, Herbert. En tant qu'ancienne collègue d'Hélène, je suis certaine qu'elle m'apprendra quelques petites choses. Elle me sourit malicieusement et retourne me tromper avec Ben, son ordinateur champion d'échecs. Si un jour je devais divorcer d'avec Fanny, j'invoquerais le motif de torture mentale. En effet, le moindre de ces sous-entendus m'assure une nuit blanche. Bref, le lendemain, à 16h, Fanny fait irruption dans mon bureau. Je sursaute car c'est bien la première fois qu'elle me rend visite à mon lieu de travail. « Fanny !»« J'espère que tu n'as pas encore classé le dossier Etterley. » me lance-t-elle ex abrupto. « Bon, quoi de neuf après ce dîner ?» fais-je du ton le plus neutre que je peux. « Oh, des tas de choses, Herbert. » « Dans ce cas, vas-y, ma chérie, vas-y. » Tout d'abord, Sandra m'a assuré qu'Hélène était une femme très bien et qu'elle avait une raison parfaitement légitime d'être enceinte. Elle était mariée. Mariée? Avec qui? Herbert, me lance-t-elle comme si j'étais le dernier des irresponsables, ce qui est peut-être le cas. Elle était mariée secrètement avec... Secrètement? Mais laisse-moi poursuivre. Mariée secrètement, donc, avec un certain John Hamilton, qui était son collègue au collège Saint-Andrew. Mais pourquoi secrètement, ma chérie? Parce que le règlement de ce collège interdit aux couples de travailler ensemble. Ils se sont mariés dans le comté voisin et Hélène cherchait discrètement un autre poste. Il n'avait rien dit à personne, pas même à Charles ni à la tante. Mais comment se fait-il que Sandra soit au courant? John Hamilton a eu besoin de se confier à quelqu'un quand il a appris le drame. Il lui a tout raconté. Le pauvre, il était si effondré. Oui, il aurait pu aussi se confier à la police, fais-je avec humeur. Il a dit qu'il ne voyait rien à y gagner qu'une intrusion dans son propre chagrin, sans parler de tous les embarras administratifs que la nouvelle lui aurait valu. Là, l'imbécile, il y a eu meurtre quand même. Cet homme souffre terriblement, Herbert. Ouais, j'aimerais néanmoins avoir une petite conversation avec lui, souffrance ou pas. Allons, Herbert, du calme. Toujours est-il que cela te retire ton incestueux mobile, non? Ouais, Charles aurait pu l'apprendre et avoir une terrible crise de jalousie. Oh non, je te garantis que Charles n'était pas au courant du mariage de sa sœur, même lui. Tu me crois? J'acquiesce, complètement découragé. Bien, tant que nous y sommes, rien d'autre, ma chérie? Si, Herbert, je crains fort qu'il n'y ait autre chose. Madame veuve Etterley a eu un fils d'un précédent mariage. Edgar, une espèce de bon à rien. Il ne s'entendait pas du tout avec Winston Etterley, et peu après le mariage de sa mère, Edgar a quitté le toit familial pour s'engager, Dieu sait tout. Et lui, il avait un mobile. Oui, lequel? En cas de disparition de Charles et Hélène, la fortune de feu Winston Etterley se rapprochait considérablement de lui. Oui. C'est quand même bizarre que personne ne l'ait rencontré pendant l'enquête, fais-je en me levant.
« Où vas-tu, chérie ?» me demande Fanny qui connaît parfaitement la réponse. « Rendre une petite visite à Madame Etterley sans me faire annoncer !» lui dis-je, uniquement pour lui faire plaisir. « Excuse-moi de te forcer à faire des heures supplémentaires, mon chéri, » me dit-elle en m'embrassant légèrement avant de partir. Dieu, quelle femme que mon épouse! Dès que je suis seul, le cœur battant d'excitation, je m'empare du dossier de l'affaire. J'étale les photos du drame sur la table et me plonge dans l'étude des gros plans des corps étendus. Le corps de Charles Etterley semble s'être effondré à partir de la position agenouillée, comme si, au moment où la balle lui a fracassé le crâne, il était en train de considérer le cadavre de sa sœur. Maintenant, ce détail s'éclaire sous un jour nouveau. Je ferme le dossier, enfile mon manteau et retire mes gants en peau de porc de la poche droite en hochant la tête. Il devrait parfaitement faire l'affaire. Cette fois, la servante est étonnée de me voir. « Vous êtes attendu, monsieur l'inspecteur ?» « Non, je ne pense pas. Dites simplement à Madame Etterley que j'aimerais la voir de toute urgence. » La servante s'en va frapper, cette fois à la porte de la bibliothèque. Un des battants s'entr'ouvre et une voix d'homme demande « Qu'est-ce que c'est ?» Elle transmet le message, attend quelques instants, puis la porte livre passage à un homme imposant qui sort rapidement en évitant désespérément mon regard. Madame Etterley est installée dans un grand fauteuil, un pied posé sur un tabouret. « J'espère que je ne vous dérange pas, madame. »« Me déranger, inspecteur, pas du tout. Prenez la peine d'entrer. »« C'est bien votre fils qui vient de sortir ?» demandai-je en m'approchant d'elle. Son expression ne change pas. « Oui, en effet, c'est bien mon fils Edgar. Asseyez-vous, inspecteur. »« Il est de passage, madame ?»« Oui, il a fait escale. Il est venu me rendre visite. »« Escale, quand? Ce matin ou il y a une semaine ?» Elle se dresse d'un bond. « Inspecteur, si vous suggérez un seul instant qu'Edgar... » Edgar est fort bien placé pour remplacer Hélène et Charles comme héritiers des biens de Winston Etterley après votre mort, me semble-t-il, chère madame. Ces deux-là, hors du circuit, c'était à sa propre mère de faire le choix, n'est-il pas vrai, madame Etterley? Elle s'apprête à parler, mais aucun son ne sort de ses lèvres, comme s'il n'y avait plus rien à dire. Je me lève et sors mes gants de ma poche pour les enfiler lentement, maladroitement. Difficile de placer ses doigts correctement du premier coup. Madame Etterley m'observe, figée, pétrifiée, devrais-je dire. De la main gauche, je tiraille le gant, mais les doigts de la main droite restent inertes, comme privés de vie. Ça n'a pas été facile, n'est-ce pas, madame? Madame Etterley a enfoui son visage dans ses mains et tremble sans parvenir à se contrôler. « Edgar n'est pour rien là-dedans, inspecteur. Pour rien du tout. Croyez-moi, pour rien du tout. Pour rien du tout. »« Je vous crois, madame. Je vous crois. Si ça avait été le cas, il aurait trouvé un moyen moins compliqué pour régler le problème des empreintes digitales. Voyez-vous, madame, lorsque j'ai regardé la main gantée de Charles sur la photographie, je me suis demandé pourquoi elle avait une si drôle d'allure. Vous avez certainement eu beaucoup de mal à enfiler des gants à ce pauvre Charles, déjà mort. Beaucoup plus de mal qu'à lui mettre le revolver dans la main. Je me trompe, madame Etterley? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.